Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio en tout petit sur l'écran et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Oberton pour la sortie, il est sorti il y a quelques jours, Éloge de la force, renverser l'histoire. Laurent, bonjour. Bonjour. Félicitations pour ton nouveau succès, un livre qui marche très fort et qui est, comme on le disait en off, une vraie bombe dans son contenu. Et ma première question c'est, tu t'en prends à la plus grande des plus grandes institutions du monde français, du monde de la République française, l'État, et même qui remonte à Louis XIV et même à Philippe Auguste. L'État, c'est un peu le dieu vivant du français, du monde français. On s'en moque souvent ici en Suisse, mais tu t'en prends au sein des saints. Est-ce que c'est par volonté de provocation? C'est parce que tu penses qu'il y a vraiment un problème? Ou c'est parce que tu aimes te faire battre? Non, mais il y a clairement un problème avec l'État et surtout avec le désir d'État très français, hein, comme tu l'as dit, c'est vraiment une vieille tradition bien de chez nous. Quand mes lecteurs viennent me trouver, passent leur temps à se plaindre de ce que fait l'État, de ce que fait pas l'État. Tous les malheurs du monde viennent pour eux de l'État, mais la seule issue qu'ils voient à leur situation, c'est toujours plus d'État, un autre État, un État différent, des personnes différentes. Mais en fait, ils sont tellement aveuglés par ce problème devenu géant qu'ils ne voient même pas que c'est lui une grosse part du problème, une énorme part de la dépossession, de l'impuissance qui est la leur aujourd'hui, et le fait de cet État qui s'est attribué absolument tous les monopoles possibles, à peu près tous les pouvoirs juridiques, administratifs, constitutionnels, et que eux finalement sont complètement dépossédés. On leur donne juste un bulletin de vote et c'est à eux de payer les taxes et comme ça à l'infini. Donc c'est un problème très important et surtout cette absence de recul sur le problème me paraissait vraiment très préoccupante parce que si on ne voit même pas que ça participe du problème, on n'a absolument aucune chance de le résoudre en fait. Alors, alors sur le livre en soi que je conseille à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, il s'adresse, un peu comme dans la France Big Brother, à Monsieur Moyen. Il s'adresse de manière directe au lecteur. C'est un style coup de poing, c'est un style qui est fort agréable, qui me rappelle beaucoup le style d'Utoya aussi. Et j'ai trouvé que le livre, j'ai énormément de notes parce que j'ai trouvé que tu as le sens de la formule qui s'est incroyablement affiné et tu as des formules absolument formidables dans ce livre. Je vais en citer une, par exemple. J'en ai que je vais piquer hein, pour mon prochain livre, en te citant évidemment. Mais j'en ai noté plusieurs qui sont des phrases coup de poing, des phrases très choc. Et j'essayais difficilement de trouver celles avec lesquelles je n'étais pas en accord. Et je te découvre un peu anarchiste et libertarien comme moi. Donc c'est tout à fait euh, agréable. Mais surtout, j'ai de la peine à trouver la citation que je voulais citer, mais surtout, ne, ça va vraiment à l'encontre de toute la culture française. Il y a très très peu de gens, à part, je pense à Charles Gave, mais très peu de gens sont dans cette optique justement de voir l'État comme un problème. Beaucoup de gens, comme tu le dis, de la gauche à la droite, voient l'État comme étant, ou éventuellement ils géreraient différemment, mais voient l'État comme étant la solution à tout. Ah bah c'est clair que l'offre politique française, c'est de l'étatisme, de l'ultra-étatisme, de l'hyper-étatisme et jamais de remise en cause profonde de cet appareil. Parce que quand même, quand on passe en revue tous les grands problèmes de société français, on peut parler par exemple de l'insécurité, de l'immigration, de la représentativité, des médias, enfin tout ça est le fait exclusif de l'État, du prince. Et à partir de là, si Monsieur Moyen ne le comprend pas et continue à voter les pleins crédits et les pleins pouvoirs, eh bien, évidemment, son démantèlement va se poursuivre. Le, cette, mais ne penses-tu pas que justement le lecteur va être choqué par rapport à ça, qui va se retrouver Ah, démuni en lisant ce que tu lui dis? si, mais déjà, dans la France Big Brother, hein, déjà, était un peu écrit comme ça, c'est-à-dire un appel, une saisie directe du lecteur. Et justement,
en ne souhaitant pas l'exonérer de sa propre responsabilité. Et je m'inclus évidemment dans Monsieur Moyen, hein, parce que c'est toujours facile de désigner des coupables immenses, imaginaires, l'autre, machin, c'est l'État, c'est le voisin, c'est la gauche, c'est tout ça. Mais de faire son autocritique aussi, c'est très important, et on le fait finalement très peu. Parce qu'encore une fois, cet État, physiquement, n'a pas un pouvoir extraordinaire, mais sur les âmes, il a une pression, il a un pouvoir vraiment considérable. Moralement, il est implanté dans tous les cerveaux, et c'est aussi en raison de l'impuissance collective à s'opposer à lui qu'il a autant de puissance, en fait. Alors le Il est souci, le reflet inversé de ce qu'on est, quoi. alors le souci, quand on lit tes lignes, et c'est quelque chose qui, on va dire, dans les coulisses de notre monde dans lequel nous évoluons, toi, moi, et peut-être 30% de la population française, et dans d'autres pays un peu plus peut-être, c'est qu'on se rend compte que cet État, qui est devenu impérialiste au sein de sur son propre peuple, qui est devenu certainement autoritaire eh bien, voit d'un très très mauvais œil tout ce qui l'empêche de grandir, alors que il est déjà à un niveau insoutenable, pas seulement psychologiquement, mais aussi financièrement et économiquement, et que donc inévitablement il va vers son effondrement. Or, avant de s'effondrer, il va essayer de tout prendre, de systématiquement ne plus rien laisser à personne, à part évidemment ceux qui servent son pouvoir, et encore, peut-être qu'il devra sabrer là aussi, et à la fin il viendra tous nous mettre dans une sorte de camp de concentration, qu'il soit virtuel ou réel, et je crains qu'il sera tôt ou tard plutôt réel, et tant qu'il y aura quelqu'un de vivant, il ne voudra pas, et je pèse mes mots, il ne voudra pas céder de son pouvoir et céder de sa puissance, alors que c'est inévitable qu'il va s'effondrer. Et donc, il y a quelque chose qui nous touche au niveau de la colonne vertébrale et qui nous fait des frissons en lisant ton livre, c'est qu'en fait, on est face à la réalité indéniable que tôt ou tard, il va venir avec les flingues chez nous pour tout nous prendre. Ah oui, oui, et puis en plus, il a cet avantage incroyable d'avoir des recrues quasiment à l'infini, parce que tout le monde peut participer en fait. Quasiment tout le monde peut devenir fonctionnaire, agent de l'État d'une manière ou d'une autre. Donc on peut se dire, comme disait, je crois que c'est Hans Hermann Hoppe qui disait ça, si vous en avez marre de vous faire voler, vous pouvez devenir un voleur. Et donc participer à ça. Et comme cet accès en fait au pouvoir est à la limite assez simple, eh bien, on a du mal à le voir comme une entité vraiment différenciée de la population, une identité un peu parasite qui veut simplement se développer aux dépens exclusifs du pays et de la population. C'est très difficile dans la tête des Français d'imaginer les choses comme ça, parce qu'on se dit évidemment, on connaît des fonctionnaires, des policiers avec qui on s'entend très bien et qui partagent notre vision du monde, et on ne peut pas imaginer les mettre tous dans la case, l'étiquette mal. Mais cet État, cette administration ne peut que, comme tu le disais, continuer à croître, à dévorer tout ce qu'elle peut dévorer, à se fabriquer, à accroître ses compétences quasiment à l'infini. Et une fois qu'on est dans cette administration, qu'on en bénéficie pleinement, qu'on lui doit son statut, sa carrière, son poste, ses privilèges, son exposition publique dans les grands médias, c'est impossible d'y renoncer. On préférera tout perdre, enfin que tout s'effondre, plutôt que renoncer à ça. Donc, mais on arrive évidemment à une limite économique, hein, parce que la population qui est taxée de plus en plus est forcément de moins en moins productive, et il y a de plus en plus de bénéficiaires qui, eux, sont très peu productifs. Donc, évidemment, à un moment donné, il y a un principe de réalité qui arrive. On peut imprimer des billets autant qu'on veut, mais à un moment, ça finira mal. Il y a des réalités économiques qui nous rattraperont. Mais le problème, c'est que l'État ne s'arrêtera pas tant que cet effondrement n'aura pas lieu, en fait. Alors j'ai retrouvé une de ces citations d'une phrase qui est très intéressante, très bien écrite en plus. Alors j'ouvre les guillemets. La gauche, quelle qu'elle soit, est l'enfer primordial. L'idée que la société crée les inégalités et qu'elle doit donc agir pour les corriger. Contester le réel et finir par l'interdire. Ce qui se traduit par l'étatisme, la politique, les privilèges, la redistribution forcée, l'appauvrissement par le socialisme, l'aplatissement par la culpabilité, la décohésion communautaire, la promotion de la bêtise et de l'envie, l'infinie chasse au mérite et aux libertés, un raccourci pour le chaos. Je pense que
tu es bien meilleur que Marx pour dire succinctement les choses. Euh, le chaos, pourquoi et comment, selon toi, va-t-il arriver dans un pays comme la France, disons que l'aspect de l'État qui provoque ce chaos, comment va-t-il, à ton avis, s'articuler? Ça, c'est assez difficile à faire des prédictions, notamment temporelles, hein, sur une échelle de temps. On a beaucoup d'individus assez bien informés qui analysent ça et qui tentent de prédire des choses. On voit bien que socialement, que économiquement, que d'un point de vue sociétal, la France est à peu près dans le rouge à peu près sur tous les niveaux. Donc on sent très bien, enfin, et même des choses qu'on ne voit pas arriver, la crise des Gilets jaunes, qui au départ est anti-étatiste, profondément anti-étatiste, avant d'être évidemment digérée par les protestataires habituels, et elle vient de nulle part, et il y en a beaucoup des crises comme ça. Le gouvernement n'avait pas du tout prévu, par exemple, la manif pour tous. Des événements de ce genre sortent un peu de nulle part et peuvent déstabiliser assez profondément le pouvoir, qui, encore une fois, physiquement, n'est pas si puissant que ça. Les effectifs de police et tout ça, on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal à faire régner euh, l'ordre républicain, on va dire, face à la banlieue. C'est plutôt un ordre moral profond, une légitimité qui est dans toutes les âmes, bien domptées, et qui sont déférentes vis-à-vis de cet État. Les gilets jaunes, on a bien vu, c'est-à-dire qu'on proteste, on casse des vitrines et tout ça, mais quand venait le temps des décisions, de savoir si on pouvait aller plus loin, si on pouvait réellement bousculer le pouvoir en place, ça s'est arrêté là, parce qu'il y a quand même cette peur domestique qui nous tient tous finalement. Donc on a comme ça des freins mentaux qui sont vraiment extrêmement puissants et qui empêchent, à mon avis, de se réapproprier du pouvoir contre cet État. Donc là, en fait, le français, ce que je dis dans le livre, il est dans la situation un peu du pendu, c'est-à-dire qu'il voit deux alternatives, soit il va se briser la nuque et ça va aller très vite, ou soit ce sera une très longue agonie par asphyxie, et dans tous les cas, il va pas en profiter, il va pas s'amuser. Donc on ne peut pas vraiment savoir si cet effondrement va arriver là dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent, ou peut-être même les décennies, mais en tout cas, tous les signaux sont là, tout est en place pour que ça arrive. Alors, peut-être parce que c'est un livre qui se met dans la continuité de la France Orange Mécanique, la France Big Brother et tes autres essais, tu donnes une marche à suivre, en tout cas des ébauches de solutions, et parce que tu t'adresses au lecteur de manière si directe, euh, c'est presque, tu lui donnes des commandements. Alors, tu as 10 lois qui l'amènent progressivement, elles sont tout à fait progressives dans leur logique, évidemment, tu l'as très bien pensé et bien écrit. Quel est ton... Alors, quel est l'objectif du narrateur qui lit ce livre? Qu'est-ce que tu essayes de faire pour pour inciter, à quoi essayes-tu d'inciter le lecteur à faire Ouais, par je ces 10 pense lois? que l'objectif premier, c'est vraiment la prise de conscience. Donc ça rejoint un peu l'objectif de mes premiers livres, de vraiment prendre conscience de la situation, de notre propre impuissance, de ce qu'on disait par rapport à l'État, qui est immense et qui est partout et qui est une partie, la partie peut-être principale du problème. Et après, comment se réarmer moralement déjà, parce que le désarmement, il vient de là. Moralement, le français, il est soit il est défaitiste, soit il est suicidaire, soit il est impuissant, soit il est aveugle. Enfin, en tout cas, il n'est pas du tout dans une optique de faire face à la situation lucidement et d'essayer de résoudre ses problèmes. Quasiment jamais en fait. Il va toujours s'en. Même celui qui est lucide, à la limite, la plupart du temps, il passera son temps à se plaindre, à râler, à laisser des commentaires acerbes sur Internet, mais il va pas entrevoir une possibilité d'action. Moi, je suis frappé, hein, mes lecteurs, toujours, la question de mes lecteurs, c'est que faire? Vous avez fait le constat, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le simple fait de poser la question, d'attendre toujours, je sais pas, un Donald Trump, un Messi, un sauveur, quelque chose comme ça, dit beaucoup de cet état d'attente et de soumission, finalement, de renoncement. Donc, le but de ces lois sont de vraiment faire comprendre
aux individus, sortez de cette situation, prenez-en conscience et tentez de reconstruisez quelque chose en commençant par vous, en fait, pour avoir une petite chance de rivaliser face à la machine. C'est plutôt un livre comment dire, incitatif sur le plan moral plutôt que vraiment un mode d'emploi très très pragmatique et concret. C'est plutôt un réarmement général, on va dire, de la pensée. En lisant ce livre, qui est bien mieux écrit que celui avec qui je vais faire la comparaison, je me disais que c'est en fait le pendant euh, libertarien, si on veut, du manuel de Saul Alinsky pour le parasitage, en fait, qui lui vraiment donne des règles de parasitage et de subversion de l'État pour le contrôler et pour en jouir, en fait, et non pas pour atteindre la liberté. C'est vraiment une approche noire et sombre, alors que ton livre, en fait, bah, comme je crois les miens et quelques autres auteurs, veulent en fait nous tirer vers la lumière au sens, sans aller dans le sens métaphysique, mais la lumière de la liberté, du plaisir de vivre et de jouir du fruit de son travail dans une véritable équité qui est celle de l'effort du talent et de la compétence, et non pas de la redistribution. Voilà, et je pense que évidemment, voilà, le monde est rempli de gens à la mentalité d'esclave, malheureusement, pour reprendre une métaphore de Nietzsche. Et donc, en comparant un petit peu tes règles, euh, la question qui me vient, c'est comment susciter la motivation nécessaire. Parce que le parasite qui lisait, le faible, l'esclave qui lisait Saul Alinsky, lui se disait, je vais parasiter l'État pour en jouir, pour en bénéficier, parce que je suis une grosse merde, bien qu'il ne l'admette pas, mais enfin subconsciemment il le sait, et donc j'y trouve mon intérêt. L'homme libre, ou pourrait être libre, qui est fort, qui est compétent, qui est talentueux, qui aujourd'hui quitte la France par centaines de milliers par an, comment le motiver à... Évidemment, je te tends la perche parce que tu donnes, je trouve, des solutions très intéressantes. Comment le motiver à faire la même chose, à subvertir cet état, quitte à ensuite le démonter plus tard. Comment le motiver à faire ça? Parce que par définition, s'il est libre, s'il se sent fort et s'il est talentueux, il ne veut pas s'abaisser et aller dans cette machine un peu horrible et poisseuse qui est devenue l'État. Mais c'est certain que quand on est dans cette situation face à des individus, hein, je prends souvent ce terme de domestication, des animaux domestiques, à partir du moment où tous leurs besoins primaires sont satisfaits, qu'ils ont à manger, qu'ils sont divertis, c'est extrêmement difficile de leur montrer que ces récompenses factices ne participent pas de leur accomplissement, en fait, de leur fierté. Pour s'accomplir, il faut avoir la responsabilité de soi, il faut avoir l'autonomie intellectuelle, morale, physique. Il faut exister par ses propres moyens, pas par des allocations, pas par des dons, pas parce qu'on a réussi à grappiller un peu plus sur le dos des autres, en fait. Et si on parvient à expliquer aux hommes qui aspirent à la liberté que leur fierté, elle passe d'abord par leur accomplissement, en dehors de toute structure parasite étatique, c'est-à-dire ne pas vivre sur le dos des autres, finalement, tout simplement, et même d'avoir une autonomie, une souveraineté intellectuelle et morale, hein, c'est de penser par soi-même, de ne pas penser ce que vous expliquent, ce que vous expliquent les écrans à longueur de journée. Donc à partir de là, c'est là qu'on peut avoir un embryon de liberté face à toutes les machines, quelles qu'elles soient. Évidemment, c'est pas la voie facile, c'est la face nord, hein, c'est ce que je dis dans le livre. Mais justement, plus la voie est difficile, plus l'épreuve est grande, plus il y a à la fin un motif de fierté. C'est-à-dire, on aura fait quelque chose de très ambitieux, et au pire des cas, même si on ne réussit pas à convertir les autres à ce mode de vie, on se sera un petit peu élevé soi-même, et ce sera toujours ça de prix. Et je pense que
dans une existence, c'est sûrement bien mieux de faire ça que de passer son temps à consommer, à voter, à faire tout ce qu'on nous demande, faire son lit au carré et s'installer pour mourir et merci pour tout. C'est une existence qui est, à mon avis, complètement ratée. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est vrai que c'est difficile d'attirer l'attention. En plus, face à soi, on a Big Brother, la puissance de feu médiatique qui est complètement hallucinante et donc qui évidemment pousse les individus au divertissement, à la consommation, à tout ce qu'on veut. Et beaucoup d'individus ignorent tout simplement cet état de domestication et ne se rendent pas compte qu'ils sont l'équivalent des cochons d'Inde dans leur roue en train de courir pour rien, pour rester à la même place dans un monde qui n'a aucun sens, et ils n'ont absolument aucune fierté, ils n'ont pas d'existence individuelle. On parle souvent d'individualisme, mais tous les individus se ressemblent et pensent la même chose. Donc il faut les arracher à ça, en fait, et essayer de les amener vers la possibilité d'une liberté. Alors justement, tu parlais d'être diverti et d'être bien nourri. Malheureusement, de plus en plus de Français, et pas que des Français, se retrouvent de moins en moins bien nourris et de moins en moins divertis, et le mouvement des Gilets jaunes en est une démonstration. Et tu mentionnes effectivement dans ce livre que ces mouvements, très rapidement, sont infiltrés, sont retournés, et finalement demandent encore plus d'État quand ils ne sont pas réprimés très rapidement dans une très grande violence que l'on ne retrouve pas lorsqu'il s'agit de réprimer des éléments de la société criminogènes. Comment éviter que s'il y a un mouvement, il soit retourné, et comment changer sans être un mouvement? Ça, c'est vrai que c'est une problématique vraiment fondamentale, parce que les Gilets jaunes, on a vu que la force du mouvement au début, ce mouvement sans visage, qui était vraiment un mouvement contre la fiscalité, les taxes, la pression de l'État, un mouvement de travailleurs, a complètement été rattrapé par les protestataires habituels qui, eux, ont demandé beaucoup plus d'État, plus d'aide, de transfert d'argent et tout ça, et finalement, donc, devient un mouvement qui est tout à fait tolérable du point de vue de l'État, puisqu'il l'aide finalement. On a l'impression d'une opposition, mais c'est un théâtre. Au contraire, ça sert considérablement l'État pour renforcer ses prérogatives. Mais le problème, c'est que ces individus, au début, qui avaient vraiment une sensation, en fait, une sensation de problème, enfin, qu'ils le vivaient dans leur quotidien, n'ont pas su, je pense, voir à quel point l'État était bien plus qu'un simple opposant, bien plus qu'un administrateur, était le vrai problème. Et si cette vision avait été claire et structurée dès le début, parmi ces individus, si peut-être des figures s'étaient un petit peu dégagées de ce mouvement avec ce discours-là, peut-être qu'il aurait pu encore prendre de l'ampleur dans la société et réaliser autour de lui une sorte d'union sacrée contre cette espèce d'état parasite. Mais là, malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est souvent la plupart des mouvements comme ça de protestation, ce sont des mouvements de foule un peu incontrôlables. On a l'impression qu'ils peuvent être récupérés par un peu n'importe qui, manipulés dans tous les sens, parce que ceux qui y participent, la plupart du temps, n'ont pas cette vision structurelle, enfin, claire et structurée. Alors les hommes d'État j'allais dire au pouvoir, enfin, je vais différencier les hommes d'État et les hommes qui sont au pouvoir, par-dessus les hommes d'État, lisent nos livres. Je le sais, j'ai des échos dans ce sens, je pense que toi aussi. Ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont sur une voie sans issue, et que même pour, moi j'ai envie de dire, même pour préserver non seulement leur niveau de vie, mais même pour préserver leur vie tout court, parce que ça peut aller très très vite, les mouvements révolutionnaires, lorsqu'il y a un effondrement, et même les périodes de troubles, ne se rendent-ils pas compte ou peut-être ne peuvent-ils pas, pour des raisons idéologiques, je serais curieux d'avoir ton avis, eux-mêmes décider de mettre un holà, de freiner ou d'inverser la vapeur? Ah, mais il y a plusieurs schémas psychologiques dans ces sphères-là. C'est qu'évidemment, il y a ceux qui ne voient rien, ils ont leur poste, ils sont coupés complètement des réalités, et ils sont bien contents parce qu'ils ont une bonne place, ils ont des revenus, tout va très bien, et ce qu'ils font, ils le font pour le bien. Donc ils n'ont vraiment, il n'y a aucun nuage dans leur mentalité, tout est parfait. Ceux qui sont plus lucides, et c'est vrai qu'il y en a, ils sont nombreux,
se pose certaines questions, mais le problème, c'est que si ils se les posent un peu trop ouvertement, ils vont être pris en chasse en quelque sorte par leur propre milieu social. Et pour eux, c'est bien plus grave parce qu'on dépend de son milieu social avant tout. Bien Et sûr. donc, si ces milieux-là exercent une pression morale très forte, les individus ont tous tendance à s'y soumettre. Et je le constate avec notamment dans le journalisme. En réalité, il y a beaucoup de journalistes, même dans les grands médias français, qui sont très lucides et qui partagent la plupart de mes points de vue, par exemple. Mais ils ne peuvent absolument pas, à aucun moment, en faire état, et même la plupart du temps, ils prétendent le contraire de ce qu'ils pensent pour éviter d'être brutalement, socialement rétrogradés, parce qu'ils tiennent énormément à leur position de prestige. Et après, on est un peu dans la situation, le Titanic va couler, mais on refuse d'y croire, en fait, et il fait chaud dans les cabines, et tout est encore très beau à l'intérieur. On ne veut pas aller sur ces petites embarcations de sauvetage qui n'ont pas l'air d'être sûres, et on ne sait pas où on va aller. Et donc, on est un peu dans cette situation-là. Alors peut-être que, enfin, je sais déjà d'ailleurs que certains ont des plans de repli. Eux, si vraiment la situation tourne mal, on sait très bien que ce ne seront pas les derniers à pouvoir s'en aller. Donc ça joue aussi en la faveur de la perpétuation du système. Et c'est une machine qui a sa propre inertie. Hein. Donc, si un individu fait défection, il sera remplacé par un autre ambitieux à sa place qui sera heureux d'aller encore plus loin, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de le rappeler, et tu le rappelles de manière très, très claire, mais aussi très subtile, que nous n'appelons pas à la violence, parce que quelqu'un prendrait son fusil et irait plomber un ministre, même un président de la République ou le patron d'un grand groupe industriel. Bah, dans la semaine, il est remplacé par quelqu'un d'encore plus ambitieux, aux dents encore plus longues si c'est possible. Et donc, et toi, tu finis en prison, voire t'es assassiné, et toute ta famille est dans la merde. Donc nous n'appelons, parce que la violence ne peut pas se faire de cette manière-là, elle n'a pas de sens. Et puis la faiblesse de l'individu, d'un Vincent Gite avant l'effondrement, est juste stérile. Et, et là-dessus, j'ai l'habitude de dire, je le mentionnerai dans un prochain livre, que les gens, en fait, ne veulent pas être ne veulent pas être les plus riches du cimetière et ne veulent pas se dire sur leur lit de mort que ils ont été, ils sont très contents d'avoir eu une vie sans remous, sans avoir été remarqués, avec tellement de temps passé sur des tableurs Excel. Je pense que fondamentalement, on peut réveiller cette... et je pense que tu sèmes les graines de ce réveil avec ton livre, de, en fait, de la vision du grand chez l'homme, qui ne nécessite pas de devenir Gengis Khan, mais qui permet de faire quelque chose de sa vie qui est autre chose que d'être un simple fonctionnaire ou administrateur de petites choses. Voilà, capitaine de pédalo ou même ministre. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes. Mais je comprends que c'est difficile de changer les mentalités. Nous allons avoir une deuxième partie de cet entretien que l'on aura sur ma chaîne Patreon. Donc je mettrai le lien ci-dessous. Mais avant de terminer cette première partie, comment t'es venue l'idée, quel a été et peut-être ce sera sur ça que l'on rebondira dans la deuxième partie, quel a été le germe justement de ce livre? Est-ce que c'est la frustration après avoir écrit La France Orange Mécanique, après avoir écrit La France Big Brother, de se dire bon, j'incite pas, il faut inciter les gens à agir, ou y a-t-il d'autres fondements psychologiques à ton envie d'écrire un livre comme celui-ci? Je pense qu'il y a enfin, vraiment cette question que faire qui était récurrente. Hein. Mes lecteurs me posent depuis La France Orange Mécanique. Le constat, on l'a fait aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire enfin, que c'est vraiment comme ça palper cette impuissance chez des individus de tous les milieux, des gens très fiers, des gens très sûrs d'eux, et qui là séchait complètement, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de solution, on est justement nous, on est dans le fond du paquebot qui va couler, on est les rats et il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, les grilles sont fermées, on voit pas vraiment quoi faire. Et
répondre à ça, c'est un peu un défi, hein, parce que c'est vrai que je suis dans le constat c'est bien, mais à un moment, il faut aussi sauter à l'eau, et de passer le cap du constat et d'aller dans celui des actes me tentait depuis un petit moment. C'est une très forte demande des lecteurs, donc je pense il y avait de quoi faire. Et de passer ce message comme quoi si la solution, si on peut pas changer le monde entier, on peut déjà commencer par soi, sa perception, on peut s'améliorer. Ça, c'est très facile à faire et tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc, c'est une solution qui est vraiment universelle et à portée de main. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je rappelle Éloge de la force, renverser l'histoire aux éditions Ring, un livre qu'il faut lire. Je pense que c'est un livre très important, pas seulement si vous êtes en France. Je pense que à des degrés différents, nous avons le même problème dans tous les pays occidentaux. L'État devient très lourd. Alors, pour nous retrouver sur la deuxième partie, cliquez le lien ci-dessous. Je mettrai aussi le lien des éditions Ring et où vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon. À tout de suite.